Darius Wade avait 38 ans et, jusqu'à ce vendredi après-midi, il croyait que son mariage traversait simplement une période de calme. Il était propriétaire de Wade Electrical, une entreprise bâtie sur 12 ans de chantier avant l'aube, de mains calleuses et de comptes tenus au dollar près. Il n'était pas du genre à se vanter de ce qu'il avait construit. Il n'en avait jamais eu besoin. Ce jour-là, il rentra plutôt d'un chantier annulé à cause de la pluie pour trouver une Mercedes G-Wagon noire dans son allée, qu'il n'avait jamais vue auparavant. À l'intérieur de sa maison, assis à sa table de cuisine, en train de manger sa nourriture, se trouvait un homme nommé Brickshaw. Montre coûteuse, chemise sur mesure, le genre de sourire qui présume posséder chaque pièce où il entre. Et, debout au comptoir comme si de rien n'était, se trouvait la femme de Darius. Ce que Brick dit ensuite, debout sur le seuil de la porte de Darius, fut l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Il regarda Darius droit dans les yeux et dit, « Elle est à moi maintenant. Tu peux garder la maison. » Dans les 10 secondes qui suivirent, Brickshaw apprit quelque chose que personne ne s'était jamais donné la peine de lui enseigner. Les hommes discrets ne sont pas des hommes faibles, et ce qui suivit ces 10 secondes allait coûter à Brick tout ce qu'il pensait posséder. Avant de plonger dans l'histoire, commentez d'où dans le monde vous nous regardez et abonnez-vous car l'histoire de demain est une que vous devez entendre. Le vide sanitaire sentait le vieux béton et l'eau stagnante. Darius Wade s'en moquait. Il travaillait dans des conditions pires depuis ses 19 ans. Il était allongé sur le dos dans le noir, avec 15 cm d'espace au-dessus de sa poitrine, faisant passer une longueur de conduit de 3/4 de pouce à travers une encoche qu'il avait découpée dans une solive 30 minutes plus tôt. Sa lampe frontale projetait un cercle de lumière pâle sur les entrailles du bâtiment. Tuyaux, poussière, le squelette ancien d'un immeuble de bureaux du centre-ville dont l'électricité n'avait pas été touchée depuis 1987. Il bougeait sans se presser. C'était ça, le truc avec Darius. Il ne se pressait jamais. Le conduit est passé, aplatait-il en direction de la trappe d'accès. Marcus, 23 ans et apprenant encore à lire un plan sans le tourner de côté, passa la tête. « Tu veux que je tire d'en haut ?»« Pas encore. Laisse-moi d'abord fixer le raccord. » Darius pressa le raccord avec ses 2 mains, cherchant le déclic. Il le faisait autant au toucher qu'au son. 12 ans à faire cela dans le noir avaient transformé ses mains en instruments de précision. « Ok, tire doucement. » Le conduit bougea, lisse, net, brillant. Darius s'autorisa un petit hochement de tête que personne ne vit. Quand il sortit du vide sanitaire, le soleil avait dépassé la ligne d'horizon du centre-ville et frappait la façade vitrée du bâtiment sous un angle qui donnait l'impression que toute la rue était en feu. Son équipe, Marcus, Jérôme et 2 sous-traitants d'une entreprise qu'il avait utilisée 3 fois auparavant, étaient installés au 2e étage, tirant des câbles dans les gaines qu'il avait tracées la semaine précédente. Jérôme était son chef d'équipe. Il l'était depuis 4 ans. Il tendit à Darius une tasse de café du thermos sans qu'on le lui demande. « Le 2e étage est dans les temps, » dit Jérôme. « Bien. » Marcus a mis un capuchon de connexion sur le tableau électrique. Je l'ai surpris. « Tu lui as expliqué pourquoi c'est important 2 fois. » Dis-le-lui une 3e fois. Darius sirota le café. Il était encore chaud. Un homme a besoin d'entendre une chose suffisamment de fois avant que ça cesse d'être une leçon et que ça devienne une habitude. Jérôme hocha la tête. Ce fut la fin de la conversation. Pas de frustration, pas de drame, juste le travail qui avançait. C'est ainsi que Darius gérait les choses. Wade Electrical avait débuté à l'arrière d'une camionnette d'occasion avec $200 d'outils et un contrat de sous-traitance qui payait $32 de l'heure. Pas d'investisseur, pas d'héritage, aucun raccourci d'aucune sorte. Juste Darius, arrivant à l'heure, faisant le travail correctement et facturant un prix juste, encore et encore pendant 12 ans, jusqu'à ce que la réputation se forge en quelque chose qu'une banque financerait et qu'un entrepreneur général appellerait en premier. Le bureau était une suite modeste dans un centre commercial près du centre-ville. Son nom était sur la porte en lettres capitales nettes. Sa licence était encadrée sur le mur au-dessus du bureau de Patricia, juste à côté de sa certification d'État et d'une photo du premier chantier commercial qu'il avait remporté sur sa propre offre. Il ne regardait plus beaucoup ces choses. Elles étaient simplement vraies. La maison, c'était la même chose. Une solide maison de 4 chambres dans un quartier qui n'avait cessé de prendre de la valeur depuis 6 ans. Pas un manoir, elle n'essayait pas d'en être un. Mais le toit était à lui, tout comme chaque centimètre de fil dans les murs, qu'il avait lui-même refait la 2e année de leur emménagement.
Angela l'avait taquiné à ce sujet à l'époque. Qui refait l'électricité de sa propre maison, Darius? Mais elle l'avait dit chaleureusement alors. Il y avait une version d'elle de ses premières années qu'il gardait encore clairement en mémoire, comme un plan qu'il n'avait plus besoin de consulter, mais qu'il ne pouvait se résoudre à archiver. Il rentra à 18h15. La porte d'entrée donnait sur un petit vestibule qui s'ouvrait sur la cuisine, puis, au-delà de la cuisine, sur la porte vitrée coulissante et le porche arrière. Angela était sur le porche. Il pouvait voir son dos à travers la vitre, une main autour d'un verre de vin blanc, l'autre tenant son téléphone pressé contre sa poitrine. Dès qu'elle entendit la porte, elle se retourna. Le téléphone disparut derrière son dos. Puis elle sembla se ressaisir et baissa son bras naturellement, comme s'il avait été là tout le temps. « Salut », sourit-elle. « Tu rentres tôt ? » « À la même heure que d'habitude. »« Ah bon ?» Elle entra, l'embrassa sur la joue. « J'ai perdu la notion du temps. » Elle passa devant lui en direction de la cuisine. Fluide. Facile. Une femme qui s'était rapidement remise de quelque chose et ne voulait pas examiner ce que cela disait d'elle. Darius la regarda partir. Il ne dit rien. Il alla dans la chambre, se lava et revint à la cuisine où elle réchauffait déjà quelque chose sur la cuisinière et lui demandait comment s'était passée sa journée avec le rythme confortable d'une femme qui avait décidé que le moment était passé. Il lui répondit. Il dîna. Il l'écouta parler d'un problème de personnel à l'hôpital. Il ne posa pas de questions sur le téléphone. Plus tard, il accrocha son manteau près de la porte d'entrée, une habitude à lui, pas à elle, et sentit le léger poids dans la poche gauche. Il y plongea la main, un reçu de station-service. L'heure indiquait 19h14 un mardi, il y a 11 jours. L'adresse de la station se trouvait à l'autre bout d'un quartier, à 40 minutes de leur maison, 40 minutes de son hôpital, et 40 minutes de n'importe quel endroit où Angela avait jamais mentionné aller. Il resta debout, le tenant un long moment. Puis il le posa sur le comptoir, face visible, et alla se coucher. Il ne s'endormit pas tout de suite. Il ne se tourna pas et ne se retourna pas. Il ne fixa pas le plafond la mâchoire serrée. Il resta simplement allongé là, dans l'obscurité silencieuse, à côté de sa femme. Et il fut attentif. 3 semaines. C'est le temps qu'il fallut à Darius pour être sûr. Il ne se précipita pas. Se précipiter, c'était ainsi que les hommes faisaient des erreurs. Comment ils accusaient la mauvaise chose, cernaient le mauvais moment, et finissaient par passer pour le problème au lieu de le trouver. Alors il observa, il catalogua, il garda tout dans une petite partie verrouillée de son esprit, de la même manière qu'il gardait les spécifications d'un chantier, organisé, à jour, intouché jusqu'à ce qu'il en ait besoin. Le deuxième chargeur de téléphone apparut un mercredi. Il le trouva dans la poche latérale du sac de sport d'Angela quand il le déplaça du banc dans le garage pour faire de la place pour une boîte à outils. Un câble blanc, USB-C, encore dans une pochette en plastique comme s'il n'avait jamais été ouvert. Le téléphone d'Angela était un modèle plus ancien. Il se chargeait avec un câble entièrement différent. Il remit le sac exactement où il l'avait trouvé. Il ne dit rien. Le schéma du mardi-vendredi mit un peu plus de temps à se dessiner clairement. Elle avait toujours travaillé tard, occasionnellement. L'administration hospitalière n'était pas un monde de 9 à 5, et il ne l'avait jamais remis en question. Mais 3 semaines d'attention lui révélèrent une forme. Pas des soirées tardives aléatoires, mais des soirées spécifiques, chaque mardi, chaque vendredi, rentrant à 21h30 ou 22h, sentant légèrement un restaurant ou un bar. Jamais un hôpital. Ne mentionnant jamais le nom d'un collègue, une réunion, un projet. Juste tard. La garde-robe fut la chose à propos de laquelle il faillit dire quelque chose. Il rentra un jeudi pour trouver 4 nouveaux sacs de courses empilés au pied du lit. 2 noms de boutiques qu'il ne reconnaissait pas, un qu'il connaissait. Il se tint dans l'embrasure de la porte, les regardant. Angela était dans la salle de bain. Il alla à la cuisine, se prépara un verre et pensa à pourquoi un homme achète de nouveaux vêtements. Pas pour le travail. Elle avait des vêtements de travail. Pas pour la maison. Il posa le verre dans l'évier, sortit dans le garage et organisa un casier de pièces qui n'avait pas besoin d'être organisé jusqu'à ce qu'il se sente à nouveau lui-même. Le vendredi, la pluie arriva. Elle arriva vite. À 7h30 du matin, le ciel avait pris la couleur du vieux fer et le vent soufflait assez fort pour détacher des échafaudages.
Darius prit la décision avant 8 heures. Rangez l'équipement. Rentrez chez vous. J'appellerai quand j'aurai un nouveau planning. Jérôme avait fait plier bagages à l'équipe et tout le monde était parti à 9h15. Darius rentra chez lui sans trop y penser. Les annulations pour cause de pluie faisaient partie du métier. Il rattraperait sa paperasse, demanderait peut-être les permis pour le chantier Henderson, déjeunerait à une heure raisonnable pour une fois. Il tourna dans sa rue à 9h42. La voiture d'Angela était dans l'allée. Ce n'était pas inhabituel en soi. Elle ne commençait qu'à 10h le vendredi. Ce qui l'arrêta avant même d'arriver à sa propre allée, c'était l'autre véhicule, une Mercedes G-Wagon noire garée juste derrière la voiture d'Angela. Grosse, propre et chère. Garniture chromée, plaque d'immatriculation privée. Il ne la reconnaissait pas. Il resta un instant sur le bord de la route, le moteur au ralenti, la pluie tapotant le pare-brise. Puis il entra dans l'allée, coupa le moteur de la camionnette et entra à l'intérieur. Il fut silencieux. Pas en se faufilant, juste lui-même. La façon dont il se déplaçait toujours. Le son l'atteignit avant la vue. Angela riait. Pas le rire poli et fatigué qu'elle ramenait du travail. Quelque chose de plus libre que ça. Quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. Ça venait de la cuisine. Et il y avait une voix grave en dessous. Une voix d'homme, aisée et sûre d'elle, le genre de voix qui s'attend à ce que les pièces s'arrangent autour d'elle. Darius tourna le coin et s'arrêta. Un homme de forte carrure était assis à sa table de cuisine. Large d'épaules, bâti comme quelqu'un qui payait pour la meilleure salle de sport de la ville et s'en servait vraiment. Chemise sur mesure ouverte au col, manches retroussées jusqu'aux avant-bras, une montre à son poignet gauche qui coûtait plus cher que la camionnette de Darius. Il avait une assiette devant lui, de la nourriture du réfrigérateur de Darius, le reste de riz et de poulet qu'Angela avait mis dans des boîtes la nuit dernière, et il le mangeait comme un homme mangeant dans sa propre maison. Angela se tenait au comptoir avec son verre de vin. Quand elle vit Darius, le rire cessa. Son visage changea rapidement. Surprise. Puis quelque chose qui aurait pu être de la honte, puis du calcul, et enfin, comme une porte qui se referme, du défi. L'homme à la table leva les yeux. Il ne sursauta pas. Il ne rougit pas. Il sourit. « Je vais m'en occuper, dit-il. Pas à Darius, à Angela. De la façon dont on le dirait à propos d'un entrepreneur venu réparer l'évier. » Il se leva lentement, sans hâte, et tendit la main à travers la table. « Roderick Shaw. Angela m'a beaucoup parlé de vous, mon vieux. » Darius regarda la main. Il ne la prit pas. Le silence dans la cuisine était total, à l'exception de la pluie contre la fenêtre. Brick baissa la main sans embarras, son sourire s'ajusta mais ne disparut pas. Il regarda Darius avec l'expression patiente et légèrement amusée d'un homme qui n'avait jamais cru une seule fois dans sa vie être dans la mauvaise pièce. « Sors de ma maison, dit Darius. » Sa voix était calme. Elle était toujours calme. Brick pencha légèrement la tête. « Je pense que nous devrions probablement tous. » J'ai dit, sors. Quelque chose bougea derrière les yeux de Brick. Pas de la peur. Un recalcul. Il prit sa veste sur le dossier de la chaise et l'enfila, prenant son temps, lissant les revers. Il regarda Angela. « Je t'appellerai. » Pas une question. Pas même une promesse. Une déclaration, plate et certaine, comme un homme cochant une case. Il traversa la cuisine. Il traversa l'entrée. Darius ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. Brick avait assez de place pour passer à côté de lui, et il l'utilisa, ce qui était une sorte de message en soi. Il atteignit la porte d'entrée, l'ouvrit. La pluie entra, froide. Puis il se retourna. Il regarda Darius avec quelque chose qui était passé de l'amusement au mépris. Lent et délibéré. La façon dont un homme regarde quelque chose qu'il a déjà décidé sans importance. Elle est à moi maintenant. Un temps. Le plus petit des haussements d'épaules. Tu peux garder la maison. Il sourit. Il se tourna pour descendre du porche. Il n'y parvint pas. Darius combla la distance en 3 pas. Il n'y eut pas de cri, pas d'avertissement, pas de mouvement inutile d'aucune sorte. Sa main gauche trouva le col de Brick, et sa droite sa ceinture, et il marcha, délibéré et droit. Et Brick Shaw,
qui pesait 20 kilos de plus que lui et avait confondu le silence avec la soumission toute sa vie, fut projeté du porche comme un homme qui n'avait pas son mot à dire. Il percuta durement l'allée devant la maison, d'abord les deux genoux, puis une main, le cadran de la montre heurtant le rebord en béton avec un craquement audible par-dessus la pluie. La veste du costume se déchira à la couture de l'épaule. Il resta assis là une seconde entière, abasourdi, comme un homme dont le corps a fait quelque chose que son esprit n'a pas encore assimilé. Darius se tenait sur le porche, au-dessus de lui. La pluie frappait les marches et s'écoulait sur les bords. Brick leva les yeux. Quoi qu'il ait attendu de la rage, des larmes ou le genre de colère effrayée dont un homme pourrait rire plus tard, ce n'était pas ça. Un homme immobile qui le regardait de haut, sans chaleur, sans mise en scène, comme un contremaître évaluant un problème déjà résolu. Brick commença à se relever, à essayer de retrouver la forme de son autorité. Vous commettez une violation de propriété. La voix de Darius n'avait pas changé. Le prochain appel que je passe, c'est à la police. L'appel suivant, c'est à mon avocat. Roderick se releva. Il ajusta sa veste, ou essaya. Il regarda au-delà de Darius, vers l'embrasure de la porte. Quoi qu'il y ait vu, ce n'était pas ce dont il avait besoin. Il se retourna. Il marcha jusqu'au G-wagon. Il monta. Il partit. Darius resta sur le porche jusqu'à ce que le son du moteur du G-wagon disparaisse au bout de la rue. La pluie s'était calmée en une fine brume. Il pouvait l'entendre contre les feuilles. Il pouvait entendre sa propre respiration. Il se retourna. Angela était toujours dans l'embrasure de la porte. Elle avait les bras croisés sur sa poitrine, et son visage s'était figé en une expression prudente et indéchiffrable. Elle portait le genre d'expression qu'une personne s'entraîne à avoir. Il l'avait vue s'y entraîner pendant des années sans savoir à quoi cela servait. Il entra, ferma la porte d'entrée derrière lui, se tint à 1 mètre d'elle. Depuis quand? Juste ça, 2 mots. Elle soutint son regard un moment. Il pouvait la voir décider quelque chose, décider de ce qui était déjà connu, calculer le coût d'un mensonge par rapport au coût de la vérité, faire des calculs comme elle les faisait toujours. 8 mois, dit-elle. Il hocha la tête, lentement, une fois, de la même manière qu'il hochait la tête quand un fournisseur lui donnait un chiffre qu'il avait déjà calculé lui-même. Il la regarda un long moment encore. Pas avec chaleur, pas avec accusation. Juste en regardant. La façon dont un homme regarde quelque chose qu'il voit enfin clairement. Tu as jusqu'à dimanche, dit-il. Arrange-toi pour trouver un endroit où rester. Elle ouvrit la bouche. Quelque chose traversa son visage. Pas du regret, pas tout à fait. Plutôt de la surprise que la conversation ne prenne pas la direction à laquelle elle s'était préparée. Elle était venue prête pour une dispute, ou pour des larmes, ou pour le genre de négociation désespérée qu'elle pouvait gérer et rediriger. Elle n'était pas venue prête pour ça. Darius, dimanche, dit-il. Il passa à côté d'elle, descendit le couloir et entra dans son bureau. Il ferma la porte. Le bureau était petit. Un bureau, un classeur, un tableau en liège au mur avec des plannings de chantier et des dates limites de permis épinglés, une lampe qu'il n'allumait jamais parce que le plafonnier était plus pratique. Il n'alluma ni l'un ni l'autre maintenant. Il s'assit dans le noir. Dehors, la pluie avait repris. Il pouvait l'entendre sur le toit, régulière et uniforme, le même son qu'elle faisait sur les chantiers quand le travail s'arrêtait et que l'attente commençait. Il resta assis longtemps. Il n'était pas engourdi. Il pouvait tout sentir. Tout était là, pressant contre les parois de sa poitrine comme quelque chose qui avait besoin de sortir. 12 ans. Les premières années où ils n'avaient rien et ça n'avait pas d'importance parce qu'ils construisaient quelque chose ensemble. Angela lui apportant le déjeuner sur un chantier en plein soleil, riant de la saleté de ses mains. La première année où l'entreprise a fait un vrai profit. Comment ils étaient sortis dîner et elle avait tendu la main à travers la table et serré la sienne. Tout cela était encore en lui, vrai et intact, et le fait qu'elle en ait fait quelque chose de jetable ne le rendait pas moins réel. Il resta assis avec tout cela. Il ne s'en débarrassa pas à la hâte. Puis il prit son téléphone. Pas pour appeler quelqu'un avec colère, pas pour raconter l'histoire à quelqu'un qui écouterait. Il ouvrit l'application de notes et commença à taper. Des dates. D'abord, le reçu de son manteau, la station-service à 40 minutes, un mardi 3 semaines plus tôt. Le chargeur dans le sac de sport.
Le schéma mardi-vendredi. Les sacs de course au pied du lit. Il tapa pendant 20 minutes sans s'arrêter. Dimanche arriva comme les dimanches arrivent, calme d'abord, puis plus lourd. Angela fit une seule valise à roulettes et un sac de voyage. Elle se déplaçait dans la chambre, la mâchoire serrée et les mouvements secs, sans le regarder directement. Son sang-froid était intact, mais fragile. De la même manière que la peinture semble intacte jusqu'à ce qu'on appuie dessus. Elle porta les sacs à la voiture en 2 voyages. Darius se tenait près de la fenêtre du salon et regardait. Il n'avait rien d'autre à dire. Il avait dit la seule chose qui devait être dite, et elle l'avait entendue, et la voilà qui chargeait sa voiture. C'était sa propre réponse à toutes les questions qu'il n'avait pas posées. Elle s'arrêta à la portière du conducteur et regarda la maison. Il ne savait pas ce qu'elle regardait. La maison elle-même, ou quelque chose qu'elle y laissait, ou une version d'elle-même qu'elle essayait de localiser une dernière fois. Son visage fit quelque chose de compliqué qu'il n'essaya pas de lire. Elle monta dans la voiture. Elle partit. Il regarda la rue jusqu'à ce qu'elle redevienne juste une rue. Puis il rentra et prit son téléphone. Il appela d'abord Jérôme. « Ça va ?» demanda immédiatement Jérôme. « J'ai besoin que tu gardes les yeux ouverts, » dit Darius. « C'est tout pour l'instant. Juste, si tu vois quelque chose, tu me le dis. » Jérôme resta silencieux une demi-seconde. Compris. Il appela ensuite Patricia. Elle décrocha à la 2e sonnerie, chaleureuse et prudente, comme elle l'était toujours quand elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. « Lundi matin, » dit Darius. « Bilan trimestriel à 8h si ça te va. »« J'y serai, » dit-elle. Il mit fin à l'appel. Il alla à la cuisine. Il s'assit à la table, la même table où Brickshaw s'était assis, mangeant de la nourriture de son réfrigérateur, arborant ce sourire, et il sortit un bloc-notes neuf du tiroir. Il écrivit 2 noms en haut de la page. Il les regarda un moment. Il n'était plus en colère. Il était organisé. Darius arriva au bureau à 6h30. Le centre commercial était encore sombre à 7h, le salon de manucure d'à côté, le bureau d'assurance, le petit cabinet fiscal avec l'enseigne peinte à la main. Tout était silencieux et fermé. Le parking était vide, à l'exception de sa camionnette. Il déverrouilla Wade Electrical, alluma les lumières et mit la cafetière en marche. Puis il s'assit à son bureau et ouvrit ses notes de la nuit précédente. Il avait maintenant 3 pages. Des dates, des noms, des chiffres dont il se souvenait des relevés de compte joints. Il ne savait pas encore ce qu'il était en train de construire. Il savait juste que la construction nécessitait du matériel, et qu'on rassemblait le matériel avant de commencer la charpente. Patricia arriva à 7h58. Elle n'était jamais en retard. Elle entra comme elle le faisait toujours, les clés déjà rangées avant d'atteindre la porte, un dossier sous le bras, des lunettes de lecture sur la tête. 9 ans de lundi matin. Elle savait où tout se trouvait. Elle connaissait les rythmes de l'endroit mieux que quiconque, sauf Darius lui-même. Elle s'arrêta quand elle vit le café déjà fait. Elle le regarda. Il dit, « Assieds-toi, Patricia. » Elle s'assit. Il lui dit ce dont il avait besoin. Tous les documents financiers communs de l'année écoulée. Relevés bancaires, correspondance de prêt, tout ce qui était passé par l'entreprise avec le nom d'Angela dessus. Il garda sa voix égale et son visage impassible. Patricia posa son dossier sur le bureau entre eux. Elle posa ses 2 mains à plat dessus. « Je suis assise sur quelque chose depuis un moment, » dit-elle. « Je ne savais pas comment te l'apporter. » Il regarda le dossier, puis elle. « Apporte-le, » dit-il. Elle l'ouvrit. Les documents étaient déjà organisés. Bien sûr qu'ils l'étaient. Patricia les avait classés par ordre chronologique, attachés par section avec des trombones et un index manuscrit sur la première page. Elle avait transporté cela, attendant, probablement plus longtemps qu'elle ne voulait l'admettre. « Il y a 3 mois, dit-elle, quelqu'un a déposé des papiers pour refinancer la ligne de crédit sur valeur domiciliaire de votre maison. » Elle fit glisser le premier document sur le bureau. « Ta signature est sur la demande. » Darius le regarda, son nom à l'encre bleue sur la ligne de l'emprunteur. Il étudia la signature un long moment. Elle était proche. Quelqu'un avait été prudent. « Où étais-je il y a 3 mois ?» demanda-t-il. « Memphis, » dit Patricia. « Le projet commercial Callaway. Tu es parti toute la semaine.
J'avais tes reçus d'hôtel pour le rapport de dépenses. Il hocha la tête. Tu ne m'as jamais appelé au sujet d'un refinancement, continua TL. Tu ne m'as rien envoyé. Il n'y a eu aucune correspondance de prêteur via le compte du bureau, ce qui est l'endroit où elle serait arrivée, car c'est là que nous gérons tout. Elle le dit prudemment, comme une femme lisant un rapport qu'elle avait déjà répété 100 fois dans sa tête. Je l'ai seulement trouvé parce que le prêteur a envoyé une confirmation de routine à l'adresse de la propriété. C'est arrivé avec le courrier ordinaire. J'ai failli le classer. Combien ? Demanda Darius. 47 000 $. Elle dit le chiffre proprement, sans sourciller. Accéder en 2 retraits à 10 jours d'intervalle. Il resta silencieux. Où est-ce que c'est allé ? Patricia fit glisser un deuxième document, un relevé de virement bancaire. Le compte récepteur portait le nom d'Angela et un numéro de compte que Darius n'avait jamais vu. Elle l'a ouvert il y a 14 mois, dit Patricia. Ce n'est pas un compte joint. Il est uniquement à son nom. J'ai appelé la ligne générale de la banque ce matin sous prétexte de confirmer un format de virement. Le compte est actif. Darius regarda le relevé de virement. 47 000 $ passant de la ligne de crédit à un compte dont il ignorait l'existence de sa femme, en 2 versements nets. Il pensa à la façon dont Angela s'était tenue au comptoir de la cuisine vendredi, calme, défiante, déjà ailleurs dans sa tête. Il y a plus, dit Patricia. Il leva les yeux. Elle fit glisser un 3e document. Celui-ci était un contrat de location, partiel. Elle n'avait pu obtenir que ce qui était publiquement accessible via une recherche de registre, mais c'était suffisant. Un bail résidentiel, un immeuble en copropriété à Atlanta. La ligne du dépôt de garantie correspondait presque exactement au montant du premier retrait de la ligne de crédit. Elle ne préparait pas une vie avec Brickshaw, dit Patricia doucement. Elle préparait une vie. Point. La pièce était très silencieuse. Darius s'adossa à sa chaise. Il regarda les 3 documents étalés sur son bureau, la signature falsifiée, le compte caché, le dépôt d'Atlanta. Chacun était un morceau de quelque chose de plus grand qui avait été construit dans le noir, juste à côté de lui, pendant qu'il était à Memphis, sur des chantiers, et endormi dans le même lit que la femme qui l'avait construit. Il pensa au mot « organisé ». Il l'avait écrit sur un bloc-notes il y a 4 jours et s'était dit que c'était ce qu'il était maintenant. Il ne savait pas encore à quel point il aurait besoin de l'être. Il rassembla les documents en une pile nette. Il en tapa les bords contre le bureau pour les aligner, comme il le faisait avec les pages d'un plan. « Merci, Patricia, dit-il. Elle hocha la tête une fois. Ses yeux étaient fermes, mais sa mâchoire était serrée. Il mit la pile dans une enveloppe Kraft, la scella et prit ses clés. Il se rendit directement au bureau de Warren. Le bureau de Warren se trouvait au 14e étage d'un immeuble du centre-ville sans enseigne à l'extérieur, juste une adresse, le genre d'endroit où les gens venaient quand ils avaient besoin de quelqu'un qui ne faisait pas de publicité. La réceptionniste connaissait Darius de vue. Elle lui dit que Warren était avec quelqu'un. Darius dit qu'il attendrait. Il s'assit sur une chaise près de la fenêtre, regarda la ville et ne consulta pas son téléphone. 11 minutes plus tard, la porte de Warren s'ouvrit. Une femme en blazer gris sortit avec un porte-document en cuir pressé contre sa poitrine. Warren se tenait dans l'embrasure de la porte derrière elle, et quand il vit Darius, son expression changea. Pas de façon spectaculaire, juste un léger resserrement autour des yeux. Cela signifiait qu'il comprenait que ce n'était pas une visite de routine. Warren avait 60 ans, était compact, avec des cheveux gris coupés courts et des lunettes de lecture qui vivaient en permanence sur son visage. Il portait des costumes sombres tous les jours de sa vie professionnelle. Son bureau sentait les vieux livres et l'encre d'imprimante, et chaque surface y était organisée comme une salle d'audience. Rien de décoratif, rien de superflu. « Libérez mon après-midi », dit-il à sa réceptionniste. Puis à Darius, « Entre ». Darius posa l'enveloppe Kraft sur le bureau de Warren et s'assit en face de lui. Warren l'ouvrit. Il ne se pressa pas. Il lut comme il lisait toujours, complètement, sans s'interrompre. Son visage ne montra rien pendant qu'il parcourait les documents. Il mit l'index manuscrit de Patricia de côté, lut la demande de refinancement, étudia la signature, vérifia les dates avec la 2e page, puis le relevé de virement, puis le dépôt de location. Quand il eut fini, il posa les papiers, enleva ses lunettes et regarda Darius. « Depuis quand as-tu ça ? » « Depuis ce matin. »
Qui d'autre les a vus? Ma comptable. Elle a trouvé la confirmation du prêteur dans le courrier il y a 3 mois et l'a gardée. Elle a elle-même noté les dates de Memphis. Warren remit ses lunettes. Ta comptable est méticuleuse. Oui, dit Darius. Warren tapota la demande de refinancement avec un doigt. Cette signature n'est pas la tienne. Non. Quelqu'un s'est donné du mal. Il souleva légèrement la page, l'examinant. Elle est proche, mais la pression est mauvaise sur la deuxième lettre. Et celui qui l'a faite ne savait pas que tu signes le ED avec une boucle qui se brise en haut. Celle-ci se ferme. Il reposa la page. Un expert en graphologie le confirmerait en 30 minutes. Darius ne dit rien. Il n'avait pas connaissance de la boucle. Warren s'adossa. Le retrait de la ligne de crédit est un transfert frauduleux. La signature falsifiée en est le mécanisme. Le fait que le compte récepteur soit uniquement à son nom, ouvert 14 mois avant le retrait, établit la préméditation. Pas une impulsion, pas une mauvaise décision prise sous pression. Il le dit comme il disait tout, posément, sans fioriture. C'est documenté. C'est attaquable. Et c'est récupérable. Que signifie récupérable? Ça signifie que les 47 000 $, plus les intérêts et les frais de justice, deviennent une créance sur ses actifs dans la procédure de divorce. Cela entre dans le dossier comme une réclamation pour transfert frauduleux. Ce qui est une constatation civile distincte et en plus de la division des biens matrimoniaux. Il marqua une pause. Elle ne pourra pas négocier autour de ça. C'est un fait documenté avec des papiers et des témoins. Darius hocha lentement la tête. Warren ouvrit le tiroir supérieur de son bureau et en sortit un bloc-notes. Il décapuchonna son stylo. Je vais commencer la procédure de divorce aujourd'hui. La réclamation pour fraude est incorporée dès le début, ce qui signifie qu'au moment où elle recevra la signification, il y aura une trace judiciaire du transfert. Elle ne pourra pas toucher au compte d'Atlanta après la signification sans que ce mouvement ne devienne une preuve supplémentaire. Il écrivit 2 lignes sans lever les yeux. Elle sera signifiée avant de savoir ce qu'il y a dans le dossier. Darius le regarda écrire. Il y a un autre point, dit Warren. Il ne leva pas encore les yeux. Parle-moi de ta police d'assurance vie. Darius resta immobile. Qu'y a-t-il à ce sujet? Warren posa son stylo. Je demande parce que quand je traite des cas comme celui-ci, des cas avec un compte caché, une signature falsifiée, un départ planifié, je sors tous les documents associés au patrimoine conjugal. C'est une habitude. Il regarda Darius directement. Il y a 2 ans, un formulaire de changement de bénéficiaire a été soumis à ton assureur vie. Il tentait de rediriger le paiement loin de ton bénéficiaire désigné. Il attendit un instant. Il a été refusé. Dossier incomplet. La pièce était très silencieuse. Mais il a été soumis, dit Warren. Darius resta assis avec ça un moment. Il pensa à il y a 2 ans. Il développait l'entreprise. Une nouvelle équipe, une nouvelle camionnette, le contrat Callaway qui se mettait en place. Il avait été occupé, fatigué et confiant. De la même manière qu'un homme a confiance en la structure de sa propre maison. Veux-tu poursuivre cette piste au pénal? Demanda Warren. Non, dit Darius. Il le dit sans hésitation. Warren l'étudia. Tu comprends ce que la soumission implique? Je le comprends. Il regarda les documents sur le bureau. Je veux que ce soit documenté comme pièce à conviction dans le divorce. Je le veux dans le dossier. Je ne veux pas d'affaires criminelles. Je veux une image complète. Warren le regarda un long moment. Puis il reprit son stylo. D'accord, dit-il. Il le nota. Quand il eut fini la page, il leva les yeux. J'aurai le dossier prêt d'ici 10 jours. Darius se leva. Il tendit la main à travers le bureau et serra celle de Warren. Ferme. Brève. Prends ton temps, dit-il, et fais-le bien. La tradition du dîner du dimanche avait commencé quand Darius avait 23 ans et n'avait pas encore de canapé. Rudy était venu avec une glacière de nourriture et 2 chaises pliantes, et ils avaient mangé sur le sol de l'appartement vide, pendant que Rudy lui racontait toutes les erreurs qu'un jeune entrepreneur pouvait faire et comment les éviter. Il n'avait pas manqué un dimanche en 15 ans. Ni pour les vacances, ni pour le mauvais temps, ni pour rien.
Darius n'allait pas en manquer un maintenant. Il cuisina ce que Rudy aimait, des côtelettes de porc en sauce, du riz, des haricots verts avec un peu de gras de bacon. De la nourriture simple, préparée avec soin. Il mit la table comme sa mère le lui avait appris. Serviette pliée, verre rempli avant que quiconque ne s'assoie. Garder ses mains occupées empêchait son esprit de s'emballer. Rudy arriva à 17h30, de la même manière qu'il arrivait toujours. Camionnette dans l'allée, 2 coups à la porte, à l'intérieur avant que l'écho ne s'estompe. Il avait 64 ans et se déplaçait encore comme un homme qui avait passé sa vie sur les chantiers, large d'épaules, pas délibéré, rien de superflu. Il portait une chemise en flanelle et des bottes de travail qui n'avaient jamais tout à fait perdu leur poussière de béton, peu importe combien de fois elles avaient été nettoyées. Il entra dans la cuisine, regarda la cuisinière, puis regarda Darius. « Angela est là ?» demanda-t-il. « Non » dit Darius. Rudy tira une chaise et s'assit. Il ne demanda rien d'autre jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux en train de manger. Ils arrivèrent à mi-chemin du repas avant que Rudy ne pose sa fourchette et ne croise les mains sur le bord de la table. « Comment tu tiens le coup ?» dit-il. « Pas, comment ça va ? Pas, comment tu te sens ?» Rudy disait toujours ce qu'il pensait. Darius mâcha, avala, posa sa propre fourchette. Il lui raconta tout. Il commença par le reçu dans la poche du manteau et continua tout droit. 3 semaines d'observation, le G-wagon dans l'allée, briques à table, l'allée devant la maison, les 8 mois. Il lui parla de Patricia, des dates de Memphis et des 47 000 $. Il lui parla de l'appartement d'Atlanta. Il lui raconta ce que Warren avait dit à propos du formulaire d'assurance vie. Rudy écouta. Il ne hocha pas la tête excessivement ni ne fit de bruit pour montrer qu'il suivait. Il écouta simplement. De la manière dont un homme écoute quand il sait que la personne qui parle a besoin de tout dire avant toute autre chose. Quand Darius eut fini, Rudy resta silencieux un moment. Puis il dit, « Je dois te dire quelque chose. » Sa voix était différente. Plus calme, un peu plus lourde. Environ 3 mois avant que tout ça ne commence, avant que tu ne saches qui était Brickshaw, Angela est venue me voir. Il marqua une pause. Seule. Elle n'a pas prévenu qu'elle venait. Elle s'est juste pointée un samedi matin. Darius resta immobile. Elle a dit qu'elle réfléchissait à leurs finances. Les vôtres, les trucs communs. La mâchoire de Rudy se serra légèrement. Elle a dit qu'elle voulait avoir une image plus claire de votre situation au cas où vous décideriez un jour de faire appel à un conseiller financier. Elle a dit qu'elle n'avait pas toujours l'impression d'avoir une visibilité complète. Il regarda la table. Elle m'a demandé si je savais si tu avais des économies ou des actifs dont elle ne serait peut-être pas au courant. Des comptes professionnels, des comptes d'investissement, si je pensais que tu étais le genre d'homme à garder les choses séparées. Les haricots verts refroidissaient. Aucun d'eux ne se servit. Je n'ai pas vu ce que c'était, dit Rudy. Elle a été habile. Elle a fait passer ça pour de la planification responsable. Il leva les yeux vers Darius. Je lui ai dit que tu étais un homme qui gardait tout en règle. Que tout ce que tu avais, elle y aurait accès, que tu n'étais pas le genre d'homme à cacher de l'argent. Il s'arrêta. Je vis avec ça depuis. Darius le regarda. Tu ne savais pas. Je sais. Je ne savais pas. Ça ne rend pas la chose plus facile à dire à voix haute. Darius baissa les yeux sur son assiette. Il fit le calcul silencieusement dans sa tête, de la même manière qu'il faisait tous ses calculs, méthodiquement, sans se presser. 3 mois avant Brick, ce qui signifiait qu'Angela faisait son évaluation avant même d'entrer dans la pièce où elle avait rencontré Brickshaw. Elle avait inventorié Darius, mesurant ce qu'elle pouvait prendre, ce qu'elle pouvait convertir, ce avec quoi elle pouvait partir. Brick n'avait rien causé de tout cela. Il était une porte vers laquelle elle se dirigeait déjà. Il se trouvait simplement dans le cadre quand elle était prête à la franchir. Rudy reprit sa fourchette, puis la reposa. Il le dit simplement, comme il disait tout. Elle ne t'a pas quitté pour lui. Il regarda Darius fixement. Elle était déjà partie. Il a juste rendu les choses plus faciles. Darius se leva et ramassa les assiettes. Il fit couler de l'eau chaude dans l'évier et lava la vaisselle à la main, comme il le faisait toujours. Le bruit de l'eau emplit la cuisine. Il lava chaque assiette complètement, la posa dans l'égouttoir et passa à la suivante. Rudy resta assis à table,
but son café et n'essaya pas de combler le silence. Quand Darius rentra chez lui, il alla à son bureau et ouvrit le bloc-notes. Il écrivit ce que Rudy lui avait dit, la date de la visite d'Angela, les questions qu'elle avait posées, les réponses qu'elle avait reçues. Il l'écrivit de la même manière prudente et factuelle. Il écrivit tout. Puis il ajouta le nom de Rudy au document en tant que témoin. C'est un mardi après-midi que Darius posa la question. Nonchalamment, presque en passant. Ils étaient debout devant le bureau de Wade Electrical, Jérôme appuyé contre le capot de sa camionnette avec une tasse de café, passant en revue le planning de la semaine suivante. Darius avait un porte-bloc à la main mais ne le regardait pas. Tu as déjà travaillé sur des propriétés de Shaw, dit-il. Roderick Shaw, le promoteur commercial. Grand type, conduit un G-wagon noir. La tasse de café de Jérôme s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Shaw Développement, dit-il. C'est lui. Jérôme posa la tasse sur le capot. Il regarda Darius de la manière dont il le regardait toujours quand il soupçonnait qu'il y avait plus sous une question que la question elle-même. Puis il dit, « Ouais, j'ai travaillé sur 2 de ces chantiers, en sous-traitance pour Delmont Electric avant de venir chez toi. » Pourquoi? J'ai juste entendu le nom quelque part, dit Darius. C'était comment de travailler avec lui? Jérôme laissa échapper un souffle court qui n'était pas tout à fait un rire. Travailler avec lui? Le mec a payé avec 63 jours de retard sur le premier chantier et 90 sur le second, et seulement parce que Delmont a menacé de lui coller une hypothèque légale. Le chèque est arrivé 3 jours avant la date limite. Il secoua la tête. Il est malin en plus. Il a toujours une raison. Toujours très désolé. Très professionnel au téléphone. Mais le chèque n'arrive jamais tant que tu ne pousses pas, Darius hocha la tête. Il n'écrivit rien. Il écouta simplement. Tu connais d'autres personnes qui ont travaillé sur ces chantiers, demanda Darius. Jérôme pencha légèrement la tête. Combien de personnes tu veux connaître? Autant que ça vient naturellement, dit Darius. Au cours des 5 jours suivants, Darius eut des conversations, pas des réunions. Des conversations sur les chantiers, pendant le déjeuner, sur les parkings après la fin de la journée de travail. Il parla à un électricien nommé Curtis, qui avait fait le câblage brut sur un entrepôt de Shaw dans le South End. Il parla à un contremaître en plomberie nommé Beto, qui attendait toujours un paiement partiel d'un projet terminé il y a 8 mois. Il parla à un entrepreneur général nommé Howard, 60 ans et méticuleux, qui avait été consultant sur 2 projets de Shaw et s'était retiré d'un 3e lorsque les conditions de paiement ne tenaient pas la route. Chaque conversation était différente. Chacune pointait dans la même direction. Brickshaw opérait selon un système simple et délibéré. Il étirait ses délais de paiement le plus longtemps possible 90 jours, 120, parfois plus et utilisait l'argent qu'il devait à ses sous-traitants pour financer les frais de démarrage du projet suivant. C'était une dette flottante qui ne fonctionnait que tant que le prochain contrat était toujours plus gros que le précédent. Dès que le pipeline ralentissait, toute la structure devenait fragile. Et le pipeline avait ralenti. Beto mentionna 2 poursuites civiles déposées dans les comtés voisins, toutes 2 intentées par des sous-traitants floués, une équipe de bétonnage et un entrepreneur en mécanique qui avait dépassé le délai de l'hypothèque légale et avait porté l'affaire en justice. Darius obtint les numéros de dossier de Beto sans les lui demander directement. Howard confirma les poursuites indépendamment, sans savoir que Beto les avait déjà mentionnées. 2 sources, mêmes informations, documentées. Darius apprit aussi autre chose de Jérôme, qu'il avait entendu sur un chantier d'un chef de projet travaillant à proximité de l'opération actuelle de Shaw. Brick était dans la dernière phase d'appel d'offres pour un contrat de développement à usage mixte de la ville. Un gros contrat, 9 millions de dollars, tout un corridor de vitrines, d'unités résidentielles, d'infrastructures publiques. Son premier projet financé par des fonds publics. Le genre de contrat qui pourrait refinancer tout ce qu'il devait par ailleurs. Il en avait besoin. C'était le mot qui courait dans le métier. Il a besoin de ce contrat. Darius appela Warren. Il n'expliqua pas toute la situation. Il donna à Warren les 2 numéros de dossier et les noms des entrepreneurs. Il dit à Warren qu'il y avait un appel d'offres pour un contrat de la ville et lui demanda de regarder le calendrier. Warren dit qu'il le rappellerait avant la fin de la journée. Il rappela 2 heures plus tard. Les poursuites consolidées, correctement déposées avec les pièces justificatives que tu as décrites, tomberaient directement dans la fenêtre d'examen de l'offre, dit Warren.
Le bureau de conformité des contrats de la ville effectue une vérification standard des obligations en cours sur chaque finaliste. Des poursuites non résolues de sous-traitants au-dessus d'un certain seuil déclenchent une suspension de l'examen. Quel est le seuil ? Demanda Darius. Warren le lui dit. Darius fit le calcul. Le montant dû à Beto seul s'en approchait. Les deux poursuites ensemble le dépassaient largement. Je les renverrai à Helen Marsh, dit Warren. Elle s'occupe de la fraude des entrepreneurs. Elle consolidera et déposera correctement. Assure-toi qu'elle sache que le timing est important, dit Darius. Elle le sait toujours, dit Warren. Darius passa également un autre appel, anonyme, au bureau de conformité des contrats de la ville. Il leur donna le nom de l'entreprise de Brickshaw, les 2 numéros de dossier et une déclaration claire de l'obligation en cours. Il ne fit aucun commentaire. Il ne se nomma pas. Il fournit simplement les informations dans un langage organisé et factuel et laissa le bureau faire ce pourquoi les bureaux existent. Il documenta cet appel dans son bloc-notes. Date, heure, numéro de référence que l'agent d'accueil lui avait donné. Jérôme était au bureau quand Darius raccrocha. Il faisait de la paperasse au 2e bureau, mais s'était immobilisé de la manière dont les gens s'immobilisent quand ils prêtent attention à quelque chose qu'ils font semblant de ne pas entendre. Il leva les yeux. « Tu ne transpires même pas », dit Jérôme. Darius reboucha son stylo. Il le posa sur le bloc-notes et regarda Jérôme posément. « Je suis électricien, dit-il. Je ne touche pas un fil sous tension sans avoir coupé le courant d'abord. » L'appel arriva un mercredi matin, juste après 7 heures. Darius était dans l'allée, chargeant du matériel dans sa camionnette, quand son téléphone vibra sur le siège passager. Il vit le nom d'Angela sur l'écran. Il posa la bobine de fil qu'il tenait, prit le téléphone et répondit. « Je pense que nous devrions parler, dit-elle. » Sa voix était lisse, mesurée. La voix qu'elle utilisait dans des contextes professionnels, pas celle qu'elle utilisait à la maison. En personne, à la maison, juste nous. Darius regarda son allée, le chêne au bord du jardin, la parcelle de béton qu'il avait coulée lui-même l'été après avoir acheté la maison parce que l'original était fissuré et qu'il ne voulait pas payer quelqu'un pour faire quelque chose qu'il pouvait faire lui-même. « Quand » dit-il. « Ce week-end. Samedi après-midi. »« Je te tiendrai au courant, » dit-il, et il raccrocha. Il appela Warren avant de sortir de l'allée. Warren décrocha à la 2e sonnerie. Il écouta sans interrompre pendant que Darius expliquait l'appel. « Elle a entendu quelque chose à propos du dossier, » dit Warren. « Ce n'était pas une question. »« C'est ce que je me dis, » dit Darius. « Elle viendra avec une offre, quelque chose qui semble raisonnable jusqu'à ce que tu regardes ce qu'elle propose vraiment. » La voix de Warren était égale, sans hâte. « Laisse-la parler. Ne réponds à rien sur le fond. Quoi qu'elle mette sur la table, tu lui dis de m'en parler. »« C'est le plan, » dit Darius. « Bien. » Warren fit une pause. « Tu vas bien ?» Darius regarda la route devant lui. « Je vais bien. »« D'accord, » dit Warren. « Appelle-moi après. » Angela arriva à 14h15 le samedi. Elle se gara dans la rue, pas dans l'allée. Darius le remarqua. Il ouvrit la porte d'entrée avant qu'elle ne frappe. Elle avait l'air bien, posée. Ses cheveux étaient coiffés, et elle portait le blazer couleur camel dans lequel elle savait qu'elle avait l'air professionnelle. Elle s'était habillée pour une négociation. Darius était en jean et en lait gris, et cela lui convenait. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer, » dit-elle à la porte. Il recula pour la laisser entrer. Il ne la serra pas dans ses bras. Il ne lui serra pas la main. Il s'écarta simplement et la laissa entrer dans ce qui était encore légalement leur maison commune. Elle s'assit à la table de la cuisine. Il s'assit en face d'elle. Il ne lui offrit pas de café. Elle posa ses mains à plat sur la table et le regarda avec l'expression spécifique d'une personne qui avait répété son discours d'ouverture. « Je pense que nous pouvons résoudre ça sans que ça devienne moche, » dit-elle. « Je le pense vraiment. On partage la valeur nette de la maison à parts égales. On s'en va tous les deux sans histoire. Pas de procédure contestée, pas de longue bataille juridique. » Elle marqua une pause d'un demi-souffle. Ces choses peuvent devenir coûteuses, Darius, pour les deux parties. Et plus ça traîne, plus ça se sait dans les milieux d'affaires, dans ton secteur. Une autre pause. Prudente.
Les gens parlent. Je ne veux pas ça pour toi. La cuisine était très silencieuse. Darius resta assis avec ça un moment. Il laissa le silence s'installer autour de ces mots. Le laissa devenir un peu lourd. Elle avait présenté l'offre comme si c'était une faveur, comme si elle lui rendait service. Le langage était poli, trop précis pour quelqu'un qui improvise. Les gens parlent. Je ne veux pas ça pour toi. Cette dernière phrase n'était pas d'Angela. Angela était plus directe que ça. Cette phrase venait de quelqu'un qui lui disait comment adoucir la menace pour qu'elle n'en ait pas l'air. C'est Brick qui t'a dit de me proposer ça, demanda Darius. Il observa son visage. Elle ne broncha pas. Elle ne détourna pas le regard immédiatement. Elle fit pire. Elle fit une pause. Juste un instant, peut-être 2 secondes. La durée d'une pensée qu'elle décidait de nier ou non. Et en ces 2 secondes, elle répondit complètement à la question. Ça vient de moi, dit-elle. Darius hocha la tête une fois, lentement. Contacte Warren, dit-il. Tout ce que tu veux proposer, tu passes par lui. Il est là pour ça. Le sang-froid d'Angela tint bon. Mais quelque chose en dessous changea, un raidissement, un recalibrage. Elle était venue ici s'attendant à négocier avec un homme fatigué, ou seul, ou effrayé par le coup d'une longue bataille. Elle ne s'était pas préparée à un homme qui n'était rien de tout cela. Elle prit son sac et se leva. Elle se dirigea vers le couloir, et pendant un instant, Darius pensa que ce serait la fin. Il pensa qu'elle allait simplement partir, et il était prêt pour ça. Mais il lui restait une chose à dire. Il la portait en lui depuis des semaines, non pas parce qu'il avait besoin de la dire, mais parce que c'était vrai, et qu'elle méritait de l'entendre une fois. Angela. Elle s'arrêta. Elle se retourna. Tu as construit quelque chose avec moi pendant 12 ans, dit-il, et tu as appelé ça rien. Sa voix était égale. Pas dure, pas cruelle, juste claire. De la même manière que les choses sont claires quand quelqu'un les pense exactement. Ce n'est pas mon échec. C'est le tien. Elle se tenait dans le couloir de leur maison et le regardait. Il attendit une réponse de sa part. Pas un contre-argument, pas une défense, juste quelque chose. Mais il n'y avait rien. Quoi qu'elle ait préparé pour cette réunion, cela n'incluait pas ça. Elle se retourna et se dirigea vers la porte d'entrée. Elle l'ouvrit. Elle partit. Darius écouta le bruit de sa voiture démarrant dans la rue. Puis il prit son téléphone et appela Warren. Elle est venue avec l'offre de partage de la valeur nette, dit Darius. A sous-entendu que ma réputation pourrait en prendre un coup si ça s'éternisait. Un cas d'école, dit Warren. C'est son frère qui l'a écrit. Elle n'a fait que le lire. Warren resta silencieux un moment. Le dossier est blindé, Darius. Tout est documenté. La signature, les retraits, le compte d'Atlanta, le formulaire d'assurance. Elle n'a rien pour négocier qui change quoi que ce soit. Je sais, dit Darius. Nous procédons comme prévu, dit Warren. On procède, dit Darius. Il raccrocha et posa le téléphone sur la table de la cuisine. La maison était silencieuse autour de lui. Sa maison, toujours debout. Il retourna au travail. L'avis fut publié un jeudi. Darius était sur un chantier dans le quartier des entrepôts quand Jérôme lui envoya par texto un lien vers la page d'annonce des marchés publics de la ville. Il le lut debout à côté d'un tableau électrique, une main tenant encore un capuchon de connexion. Shaw Développement Group disqualifié du processus d'appel d'offres en attendant un audit de conformité. Obligation de sous-traitants impayés et irrégularités financières renvoyées pour examen. Il le lut 2 fois. Puis il rangea son téléphone et retourna au travail. Jérôme en apprit davantage le vendredi après-midi. De la manière dont les gens du métier apprennent toujours les choses, à travers le réseau d'hommes qui construisent des choses et se souviennent exactement de qui les a payés et de qui ne l'a pas fait. Le principal prêteur de Roderick avait entamé un examen accéléré de son portefeuille le matin même où la décision sur l'offre avait été rendue publique. 2 de ses propriétés, un immeuble à usage mixte dans le quartier sud et un terrain partiellement développé près du centre des congrès, étaient entrés en procédure de défaut pour entretien différé à la fin de la semaine. Le contrat de 9 millions de dollars était parti. Et sans lui, le mur que Brick avait utilisé pour tout soutenir n'avait plus rien derrière lui. Jérôme raconta tout cela à Darius le vendredi après-midi,
appuyé contre le capot de sa camionnette sur le parking devant le bureau. Tout son château de cartes, dit Jérôme. Darius hocha la tête. Ça va, demanda Jérôme. Je travaille, dit Darius. Ce qui était une réponse suffisante. Rodrigue se présenta un mardi. Darius était à son bureau, examinant un devis de matériaux, quand Patricia frappa 2 fois sur le cadre de la porte ouverte de son bureau. Son expression dit tout avant même qu'elle ne parle. Il y a un homme dans le hall, dit-elle. Il dit qu'il n'a pas de rendez-vous. Je sais, dit Darius. Fais-le entrer. Patricia le regarda une seconde, puis se retourna et retourna dans le couloir. Rodrigue Shaw franchit la porte 30 secondes plus tard. Il ne portait pas de chemise sur mesure. Il avait un blazer sur une simple chemise blanche et un jean sombre. Bien habillé, mais pas de la manière dont l'argent habille un homme. La montre était différente aussi. Pas de cadran fissuré sur l'ancienne, juste une montre entièrement différente, plus simple. Et Darius le remarqua parce que Brick était le genre d'homme dont les accessoires avaient toujours fait la moitié de sa conversation. Il y avait une tension autour de ses yeux maintenant. Le genre qui s'installe sur le visage d'un homme qui a fait des calculs au milieu de la nuit et qui est tombé à court à chaque fois. Il entra et regarda le bureau simple, les étagères de classement, la licence d'entrepreneur encadrée sur le mur, et quelque chose dans sa façon de le regarder dit à Darius qu'il s'était attendu à quelque chose de plus petit, de plus facile à mépriser. Jérôme était visible à travers la cloison vitrée, assis à son propre bureau, observant sans observer. Rodrigue s'arrêta de l'autre côté du bureau de Darius. Il ne s'assit pas, c'est toi qui as fait ça, dit-il. Sa voix était contrôlée, mais à peine. Les plaintes des sous-traitants, le tuyau à la conformité. C'est toi qui as monté ça. Darius s'adossa à sa chaise. Il laissa Rodrigue debout. Il ne confirma pas et il ne nia pas. Il laissa simplement l'homme finir. Je sais que c'était toi, dit Brick. Et je te le dis tout de suite, c'est de l'ingérence délictueuse. C'est attaquable en justice. Tu penses que tu peux orchestrer un coup contre l'entreprise de quelqu'un et t'en tirer comme ça? Sa mâchoire était serrée. Je vais t'enterrer sous les litiges. J'ai des avocats qui mangent des entrepreneurs au petit déjeuner. Darius le regarda. Puis il tendit la main à travers le bureau et tira un dossier Kraft de sous le devis de matériaux. Il l'ouvrit lentement, sans cérémonie, de la manière dont un homme ouvre un dossier qu'il a ouvert de nombreuses fois. Il en sortit 3 documents et les posa sur le bureau, un par un. D'abord, 2 jugements civils, des défauts de paiement, le nom de Rodrigue sur les 2 en noir et blanc. Deuxièmement, un ensemble d'hypothèques légales de sous-traitants, signées, déposées, datées sur une période de 18 mois. Troisièmement, une transcription de déposition, 12 pages, le passage pertinent déjà marqué d'un petit onglet jaune. Darius la fit glisser en dernier et la tourna pour faire face à Brick. La section surlignée était un échange de questions-réponses d'une déposition civile. Le témoin était répertorié comme Marcus Tillman, chef de projet, Shaw Development Group. La question était simple, les retards de paiement aux sous-traitants étaient-ils accidentels ou intentionnels? La réponse, dans les propres mots de Marcus Tillman, sous serment, tenait en 4 phrases. La première suffisait. C'était la pratique standard. Monsieur Shaw appelait ça de la gestion de trésorerie. Darius croisa les mains sur le bureau. Poursuis-moi en justice, dit-il. Le numéro de Warren est sur la carte. Il fit glisser une carte de visite sur le dessus des documents. Brick ne la prit pas. Il regarda les papiers. Il regarda la transcription de la déposition. Il resta là, la tension autour de ses yeux se resserrant, lisant ce qui était devant lui. Pas seulement les mots, mais la forme, la complétude, le fait que chaque pièce était déjà en ordre et l'était depuis un certain temps. Il leva les yeux. Il regarda Darius de la manière dont un homme regarde quelque chose qu'il n'a pas réussi à prévoir. Pas avec rage maintenant, mais avec l'immobilité particulière d'un homme qui vient de comprendre, trop tard, qu'il n'a jamais été la personne la plus dangereuse dans cette pièce. Tu as planifié tout ça, dit Brick. Darius soutint son regard. Tu es venu chez moi, dit-il, et tu m'as dit qu'elle était à toi. Sa voix était égale, calme, précise. Je n'ai rien planifié. J'ai juste arrêté d'ignorer ce qui était déjà vrai. Brick resta là un moment de plus. Puis il prit son blazer, le redressa une fois et sortit du bureau.
Il ne revint pas. La salle de conférence du bureau de Warren était silencieuse, à l'exception du bruit d'un stylo glissant sur le papier. Darius signala où Warren pointait. Il ne se pressa pas. Il avait passé 12 ans à construire quelque chose de ses mains, et il se disait que le moins qu'il puisse faire était d'être pleinement présent au moment où tout était légalement réglé. Angela était assise de l'autre côté de la table avec sa propre avocate, une femme plus jeune en blazer gris, qui avait fait son travail avec compétence et sans drame. Angela était posée. Elle ressemblait à une femme qui avait décidé, au cours des dernières semaines, de simplement en finir. Son sang-froid était du genre qui a un coup. Darius pouvait voir le prix dans la crispation de sa mâchoire. Le jugement pour fraude civile avait été net et total. La signature falsifiée sur le refinancement de la ligne de crédit n'était pas une zone grise. Elle était documentée, attestée par les dossiers de Patricia et confirmée par l'expertise de Warren. Et le jugement obligeait Angela à restituer la totalité des 47 000 $, plus les pénalités et les frais de justice. L'argent provenait de la valeur nette de l'appartement d'Atlanta, le même compte autour duquel elle avait bâti sa stratégie de sortie, celui qu'elle avait utilisé sa signature pour financer. Ce compte était maintenant presque vide. L'appartement lui-même était parti. La maison restait à Darius. Il y eut un moment, vers la fin de la signature, où Angela leva les yeux du document. Son regard se posa brièvement sur lui. Elle semblait sur le point de dire quelque chose. Pas des excuses. Darius la connaissait assez pour savoir que ce ne serait pas ça. Mais quelque chose. Une sorte d'explication. Il baissa les yeux sur la page devant lui. Warren pointa la dernière ligne. Darius signa. Il reboucha son stylo. Il se leva, serra la main de Warren, fit un signe de tête à l'avocate d'Angela et sortit de la salle de conférence sans se retourner. 14 mois passèrent. Ils passèrent comme les bons mois passent quand un homme travaille. Ni lentement, ni vite, mais plein. Wade Electrical remporta un contrat de 1,4 million de $ pour un développement à usage mixte dans le corridor A, le même corridor où le projet de Roderick Shaw était mort dans un audit de conformité et une pile d'hypothèques impayées. Le contrat fut obtenu par un processus d'appel d'offres concurrentiel, sans raccourci, sans relation, juste 12 ans de travail documenté bien fait et une réputation qui avait survécu au bruit. Jérôme dirigea le chantier en tant que contremaître. Il avait maintenant 2 équipes sous ses ordres, 12 hommes par jour, plus pendant les phases de pointe, et il les dirigeait de la manière dont Darius avait toujours dirigé les choses, des attentes claires, pas de raccourcis, et chaque homme payé à temps sans avoir à le demander 2 fois. Jérôme avait mérité le titre de la même manière que Darius avait mérité son entreprise, en étant présent et digne de confiance sous la pression. Patricia avait pris en charge l'accueil des clients en plus de la comptabilité, ce qui signifiait qu'elle était maintenant la première voix que les gens entendaient lorsqu'ils appelaient Wade Electrical. Ce n'était pas un accident. Elle était organisée, directe et constitutionnellement incapable de laisser quoi que ce soit passer entre les mailles du filet. L'entreprise comptait 4 employés à temps plein et 12 sous-traitants réguliers. Elle n'était pas grande. Elle était saine. Il y avait une différence, et Darius la comprenait mieux maintenant que jamais. Un samedi matin, Darius se rendit chez son oncle Rudy avant qu'il ne soit levé. Il gara une nouvelle camionnette dans l'allée, une Silverado vert foncé, propre, tout équipée, sans fioriture que Rudy n'aurait pas voulu, et laissa les clés sous le paillasson. La carte sur le siège disait 4 mots, dîner du dimanche toujours d'actualité. Rudy l'appela cet après-midi-là. Il ne dit pas grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Ce qui revenait sur les 2 autres arrivait de la manière dont les choses reviennent toujours dans une ville où les gens partagent les mêmes métiers, les mêmes rues, la même orbite générale. Angela avait déménagé dans un plus petit système hospitalier de l'autre côté de la ville, un rôle d'administratrice de niveau intermédiaire, pas l'effondrement de carrière que certains auraient pu espérer, mais une vie plus tranquille que celle qu'elle avait été en train de construire. Elle était seule. L'appartement d'Atlanta était parti. Quel que soit l'avenir qu'elle construisait alors qu'elle était encore assise en face de Darius au petit déjeuner chaque matin, il avait été démantelé pièce par pièce dans une salle de conférence. L'entreprise de développement de Brickshaw avait subi une restructuration formelle. Il n'a pas fait faillite. Il était trop habile manipulateur d'apparence pour ça. Mais le Pantouse du centre-ville était parti, tout comme le G-Wagon. Et les hommes du métier parlaient de lui de la manière dont on parle de quelqu'un qui ne vaut plus la peine d'être regardé. Lui et Angela n'avaient pas duré. Darius l'apprit de Jérôme, qui l'apprit de quelqu'un,
qu'il apprit de quelqu'un d'autre. Il ne s'y attarda pas. Il rencontra Feliz à une foire d'entrepreneurs en mars. Elle était architecte paysagiste avec un stand à 2 rangées du sien, et elle s'était approchée pour lui poser une question spécifique sur le dégagement des conduits souterrains pour un système d'irrigation. La question était intelligente. La conversation qui suivit dura 40 minutes et le mit en retard à une réunion avec un fournisseur dont il oublia de se soucier. Ils avaient dîné 9 fois depuis. 9 dîners faciles, honnêtes, où la conversation coulait sans effort et où personne ne jouait un rôle. Elle lui posait de vraies questions et écoutait les vraies réponses. Il aimait qu'elle trouve les choses drôles. Il aimait qu'elle ne remplisse pas le silence de bruit. Il n'était pas pressé. Un vendredi après-midi d'octobre, Darius termina une visite de chantier sur le projet du corridor et rentra chez lui les fenêtres baissées. La ville défilait devant lui, son bruit, l'air chaud d'octobre transportant l'odeur de l'herbe coupée et des gaz d'échappement, et quelque chose qui ressemblait vaguement à de la pluie qui n'était pas encore arrivée. Il tourna dans son quartier, celui où il vivait depuis 9 ans, les rues assez familières pour qu'il les parcourt sans y penser. Il se gara dans son allée. Il mit la camionnette au point mort. Il coupa le moteur. Il resta assis un moment, les mains encore sur le volant, le silence s'installant autour de lui. Il pensa brièvement à l'homme qui s'était tenu sur son Porsche, avait souri et dit « Elle est à moi maintenant ». Il pensa aux 10 secondes qui suivirent. Puis il sortit de la camionnette et entra. Il avait construit quelque chose. C'était toujours debout.